tout de suite. Voilà, donc bonjour à tous, on peut débuter le webinaire. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter donc de la thématique de faciliter l'accès au marché des dispositifs luttant contre la Covid-19. Je m'appelle Jazia Liamini, je suis chargée de compte et de projet au consortium industriel de Medtech. Voilà, donc on est très heureux, il nous fait plaisir de diffuser aujourd'hui ce webinaire qui va être co-présenté avec notre partenaire Santé Canada et il va porter sur l'arrêté d'urgence qui a été déployé suite à la pandémie exceptionnelle à laquelle on fait face aujourd'hui. Comme vous le savez, les gouvernements et plusieurs acteurs en fait, de l'écosystème des technologies médicales se sont mobilisés en fait, pour réagir rapidement à cette crise. Et comme ça a été le cas pour Medtech, par exemple, qui a vraiment été très réactif par rapport à la situation de la Covid-19 en lançant son appel à solutions Covid-19. Et donc, en fait, il nous a semblé assez naturel de continuer la démarche d'accompagnement en fait, de notre écosystème et de nos entreprises en organisant conjointement avec Santé Canada le webinaire présent. Donc, avant de donner la parole à Santé Canada, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Medtech en fait et pour le bien des auditeurs qui ne nous connaissent pas. Voilà. Donc ça sera pas long. Je m'excuse, ça prendra quelques secondes. Voilà. Donc, en fait, je vous présente Medtech. Medtech, c'est en fait un consortium de recherche industrielle et d'innovation en technologie médicale qui a pour raison d'être de mobiliser tous les talents canadiens pour accélérer le développement des innovations technologiques qui améliorent la qualité de la vie des patients et leur santé. Donc, ce que nous avons pour mission spécifique, c'est d'accélérer le développement de ces solutions innovantes en les accompagnant dans leur validation et leur intégration dans les réseaux de santé. De cette façon, nous voulons avoir comme objectif et comme impact de générer autant donc, des bénéfices économiques, mais également un impact clinique en améliorant les soins qui sont donnés aux patients. Donc, pour ce faire, en fait, Medtech dispose d'un coffret à outils complet et une gamme de services que je vous présente ici. Donc, ce que vous voyez, c'est que nous accompagnons les entreprises tout au long de leur processus d'innovation technologique. Et comment nous fonctionnons? En fait, nous fonctionnons sur une échelle de maturité technologique à laquelle on se réfère comme des TRL sur cette slide. Donc, en fait, ces outils-là sont tous synergiques entre eux et permettent ensemble de constituer un continuum complet qui permet le soutien de nos membres industriels depuis leur idée d'innovation jusqu'à la mise en marché, et ce, à différents stades du développement technologique. Alors, en quelques mots, je vais passer à travers les programmes. Donc, nous avons le premier programme qui est le programme Impact, qui est en fait financé par le ministère de l'économie. C'est un programme de subvention qui vise à appuyer le développement et le financement de projets collaboratifs. Donc, nous avons eu, par exemple, dans le cadre de la dernière année, plus de 30 projets qui sont passés par notre comité scientifique et qui ont été approuvés, dont 28 qui ont été approuvés, excusez-moi. Le deuxième programme, c'est le Fonds de soutien à l'innovation en santé et en services sociaux, qui est également un programme financé par le MEI, mais qui est géré en collaboration avec le Bureau de l'innovation ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et c'est un programme qui vise à appuyer la démonstration et la validité, l'utilité des innovations dans un milieu réel de soins et de services. Donc, pour vous donner une idée, nous sommes au 3e appel jusqu'à présent et le premier appel a en fait reçu plus de 70 projets qui ont été déposés, dont 34 qui ont été financés. Nous disposons également d'un autre outil qui est le Medtech Invest. Donc, c'est un outil qui provient du fédéral, du programme CECR. En fait, c'est un outil d'investissement qui a d'ailleurs conclu récemment, pour ceux qui ont vu passer les communications à ce sujet, 3 nouveaux investissements, ce qui a augmenté ainsi le portfolio total de Medtech Invest à 13 entreprises canadiennes qui ont été donc soutenues par ce programme-là. Nous avons également une initiative qui est nommée donc Beachhead. Donc les Beachhead, c'est également une initiative qui émane du programme fédéral du CECR.
c'est une initiative majeure qui a pour objectif d'établir des partenariats entre des centres d'excellence clinique et des entreprises, et ce, pour faciliter l'adoption de leurs technologies. Donc, jusqu'à présent, nous avons 8 beachheads québécois. Nous en avons 5 qui sont hors Québec et 1 à l'international. Et pour finir, nous avons un programme d'accompagnement de start-up qui s'appelle Accélération Innovation. Et c'est un programme qui est financé au fédéral par le CNRC et qui offre une banque gratuite de 25 heures d'expertise et de coaching en innovation. Dans la dernière année, MedTech a soutenu plus de 15 PME donc, qui ont bénéficié de ce programme, dont 10 qui viennent du Québec et 5 hors Québec. Voilà, donc écoutez, sans plus tarder, aujourd'hui, je vous remercie infiniment en fait, d'avoir entendu l'introduction sur MedTech. Merci pour votre attention. Je m'arrête là et je passe la parole à Madame Eliane Barras, qui est agente principale des affaires réglementaires, direction des instruments médicaux à la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada pour la conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, bonjour à tous et à tous. Merci, Jazia, pour votre présentation. Et merci également à l'équipe de MedTech de m'avoir invité de vous présenter ce webinaire aujourd'hui à propos de les diverses voies réglementaires qui ont été développées en ce qui concerne l'autorisation d'instruments médicaux destinés à être utilisés à l'égard de la COVID-19. Juste quelques points à mentionner au début de la présentation. L'objectif de la présentation est vraiment d'être un survol des voies réglementaires qui ont été développées. À la fin de la présentation, il y a plusieurs diapositives qui contiennent des hyperliens qui vous dirigent vers des ressources clés qui ont été développées par Santé Canada afin de mieux vous guider et de vous donner des renseignements additionnels en ce qui concerne les voies réglementaires. Une copie de la présentation sera distribuée aux participants, donc vous pourriez accéder à ces liens directement. Donc, pour commencer, je croyais vous présenter la définition d'un instrument médical, ainsi que la définition d'un instrument médical destiné à être utilisé à l'égard de la COVID-19. Donc, un instrument médical destiné à être utilisé à l'égard de la COVID-19, c'est un instrument médical fabriqué ou vendu en vue d'être utilisé à l'égard de la maladie du coronavirus, bien sûr. Il y a 2 points à mentionner. Premièrement, ça doit être vraiment destiné à être utilisé à l'égard de la maladie du coronavirus. Et également, il doit y avoir un besoin urgent en matière de santé publique. Donc, par exemple, une pénurie, la demande d'un hôpital en particulier, par exemple, ça doit vraiment être clair qu'il y a un besoin urgent en matière de santé publique. Prenant un pas vers l'arrière pour voir ça en plus gros, un instrument médical, en règle générale, est un instrument destiné à être utilisé pour le diagnostic, le traitement ou la prévention d'une maladie ou de ses symptômes, ainsi que la restauration, la correction ou la modification de la structure corporelle ou du fonctionnement des parties du corps. Donc, la définition d'un instrument médical au complet est quand même plus longue et vous pouvez la consulter à la loi sur les aliments et drogues. Mais en règle générale, les instruments médicaux destinés à être utilisés à l'égard de la COVID-19 rencontrent un de ces 2 critères-là. Il est important à mentionner que il s'agit de produits qui n'agissent pas principalement de manière chimique, métabolique, immunologique, etc. Ces produits-là sont plutôt considérés comme étant soit des médicaments ou des produits de santé naturelle. Donc, ça doit vraiment être un instrument pour se qualifier pour une des voies réglementaires dont je vais parler aujourd'hui. Donc, maintenant que j'ai expliqué qu'est-ce qu'un instrument médical destiné à être utilisé à l'égard de la COVID-19, en voici quelques exemples. Rapidement, j'aimerais mentionner le fait que au Canada, il y a 2 genres de systèmes de façon de catégoriser les instruments médicaux. Donc, premièrement, les instruments diagnostiques in vitro versus tous les autres. Donc, les instruments diagnostiques en vitro, en ce qui concerne ceux qui sont destinés à être utilisés à l'égard de la COVID-19, c'est surtout
les tests basés sur les acides nucléiques et les tests sérologiques. Tandis que les autres instruments, c'est par exemple des équipements de protection individuelle ou des EPI, tels que les blouses d'hôpital, les masques et les gants, ou des instruments de diagnostic tels que les thermomètres à infrarouge et les ventilateurs. Le deuxième système de catégorisation, c'est un système de classification axé sur les risques. Donc, ça va de classe 1 à classe 4. Classe 1 étant le niveau de risque le moins élevé et classe 4 le niveau de risque le plus élevé. Dépendamment de la classe, il y a diverses voies réglementaires qui sont disponibles et aussi différentes informations qui doivent être soumises avec la demande d'autorisation. Donc, c'est très important de connaître la classification de votre instrument. Pour ce qui en est des instruments de diagnostic in vitro, ceux qui sont utilisés à l'égard de la maladie du coronavirus sont d'habitude des instruments médicaux de classe 3 parce qu'il y a une règle de classification très spécifique. Tandis que pour tous les autres instruments, ça dépend vraiment du niveau de risque associé. Les hyperliens sur cette diapo vous dirigent vers les lignes directrices qui expliquent en plus de détails les règles de classification. Donc, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas vraiment certain c'est quoi la classification, je vous invite à visiter ces pages web-là. Donc, aujourd'hui, je vais parler à propos de 3 voies d'accès au marché qui ont été développées. Premièrement, l'arrêté d'urgence qui a été publié le 18 mars, qui est les autorisations pour les instruments médicaux. Deuxièmement, la voie des licences d'établissement, ou LEIM, qui existe déjà, mais qui a été modifiée un peu afin d'assurer l'accès au marché rapide pour les instruments destinés à utiliser à l'égard de la COVID-19. Et l'arrêté d'urgence pour l'importation et vente exceptionnelle est important de se souvenir du fait que afin de se qualifier pour cette troisième voie, il faut déjà détenir une licence d'établissement. Donc, c'est pour ça que c'est écrit 2A et 2B. Afin de se qualifier pour 2B, il faut déjà détenir une licence d'établissement. Et je vais répéter ça au cours de la présentation. Donc, premièrement, pour vous expliquer la différence entre la voie 1 et la voie 2A. Donc, les autorisations selon l'arrêté d'urgence pour les instruments, c'est très semblable au système d'homologation. Donc, si vous avez déjà présenté une demande d'homologation avec Santé Canada, ça va vous sembler très familier. Et puis, deuxièmement, la délivrance des licences d'établissement. Encore une fois, c'est une voie réglementaire qui existe déjà. Donc, pour les autorisations selon l'arrêté d'urgence, c'est par instrument. Donc, une demande présentée par différents types d'instruments. Disons, vous fabriquez des gants et des tests diagnostiques. Une demande pour les gants, une demande pour le test diagnostic. Tandis que pour les licences d'établissement, c'est par activité. Donc, vous désirez distribuer des instruments médicaux de classe 2, par exemple. Les fabricants d'instruments médicaux de classe 1 peuvent sélectionner soit la voie d'autorisation selon l'arrêté d'urgence ou la voie des licences d'établissement. Et ça dépend vraiment de comment vous désirez gérer votre entreprise c'est vraiment à vous de décider à quelle voie vous préférez. Et je vais vous expliquer les différences entre les deux voies afin de vous guider et vous mieux expliquer en fait c'est quoi les différences. Donc, les instruments, un petit point à mentionner, les instruments qui ont une autorisation selon l'arrêté d'urgence n'ont pas besoin d'être importés et distribués par des déteneurs de licences d'établissement. Donc, d'habitude, il faut que l'instrument ait son homologation et le distributeur importateur ait une licence d'établissement. Dans ce cas-ci, s'il y a une autorisation selon l'arrêté d'urgence, l'importateur et le distributeur n'est pas obligé de détenir une licence d'établissement afin d'importer et de distribuer. Et puis également pour les licences d'établissement, il y a certaines exceptions qui s'appliquent, par exemple pour les détaillants ou les établissements de santé. Et ça, c'est très bien expliqué dans la ligne directrice pour les licences d'établissement
qui figure sur une des fiches ressources à la fin de la présentation. Donc, différentes informations doivent être présentées selon la voie. Pour les autorisations selon l'arrêté d'urgence, il y a un formulaire de demande, encore une fois, très semblable au formulaire de demande pour les homologations. Les informations indiquées dans la ligne directrice, par exemple, les données probantes en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité, ainsi que l'étiquetage pour le produit. Et ce, pour toutes les classes d'instruments médicaux. Donc, d'habitude, il est seulement nécessaire de fournir des données en matière d'innocuité et d'efficacité pour les instruments médicaux de classe 3 et 4 en ce qui concerne les demandes d'homologation. Mais pour les autorisations selon l'arrêté d'urgence, les données doivent être soumises pour toutes les classes. Donc, petite différence importante, assurez-vous de soumettre les données pour toute demande d'autorisation selon l'arrêté d'urgence. Tandis que pour les licences d'établissement, c'est seulement le formulaire de demande de licence d'établissement ainsi que des attestations concernant les registres de distribution, les rappels, etc. Ensuite, pour les autorisations selon l'arrêté d'urgence, il n'y a présentement aucun frais. Tandis que pour les licences d'établissement, les frais qui s'appliquent d'habitude continuent à s'appliquer. Donc, par contre, les titulaires de licence d'établissement peuvent bénéficier d'une atténuation des frais s'il s'agit d'une petite entreprise. Donc, ça, c'est quand même assez nouveau. Ça date à partir du mois d'avril, mais je vous invite, si vous êtes une petite entreprise, et ce, enfin, un peu pour expliquer pourquoi il y a la différence entre les frais. Les autorisations selon l'arrêté d'urgence sont seulement valides tant que l'arrêté d'urgence est en vigueur. Donc, une fois la pandémie finie, tout revient au normal, l'arrêté d'urgence ne sera plus en vigueur et les autorisations ne le seront plus non plus. On examine actuellement qu'est-ce qui va se passer avec les autorisations, mais en fait, pour ce qu'il y en est en ce moment, les autorisations sont seulement valides tant que l'arrêté d'urgence est en vigueur. Tandis que pour les licences d'établissement, si vous décidez d'obtenir une licence d'établissement cette semaine, ça pourrait continuer à être valide pour toujours, tandis que votre licence d'établissement est active, vous payez vos frais et, par exemple, les résultats des inspections, tout est beau, et puis ça continue de même. Donc, un peu une différence. Licence des établissements, peut-être à plus long terme que les autorisations selon l'arrêté d'urgence. Pour les licences d'établissement, l'équipe des licences d'établissement a changé le processus un petit peu pour mettre en place une politique temporaire. Donc, ça s'appelle les numéros de soumission. Donc, c'est un numéro qui est attribué aux demandeurs de licence d'établissement, tandis que leur demande continue d'être traitée. Donc, c'est un peu un processus intérimaire afin de s'assurer qu'il n'y a pas autant de délais. Donc, vous présentez votre demande pour une licence d'établissement. On vous donne un numéro de soumission intérimaire jusqu'à ce que votre licence d'établissement soit délivrée dans un délai de 1 à 2 mois. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu du nombre de demandes qu'on a reçues à date pour la demande d'autorisation selon l'arrêté d'urgence, les licences d'établissement et les numéros de soumission pour les licences d'établissement qui ont été délivrés. Donc, en fait, c'est un très grand volume, beaucoup plus de demandes qu'on reçoit d'habitude, bien sûr. J'aimerais vous rassurer qu'on se mobilise à Santé Canada pour s'assurer qu'on traite les demandes dans les plus courts délais possibles. On embauche de nouveaux employés, on change notre processus à l'interne à tous les jours. On
on essaye des nouvelles techniques, des nouveaux processus afin de vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de délai pour l'accès au marché. Et ce, pour les demandes d'autorisation selon l'arrêté d'urgence, mais aussi les demandes d'homologation qu'on continue à recevoir quotidiennement. Au bas de la diapo, ici, il y a la liste d'instruments diagnostiques autorisés, ainsi que la liste d'autres instruments autorisés selon l'arrêté d'urgence. Donc, si vous désirez distribuer, vendre ou obtenir certains instruments médicaux, je vous invite à visiter cette page web-là afin de s'assurer qu'ils ont bel et bien été autorisés. Et finalement, la liste des licences d'établissement, c'est la liste qui existe depuis toujours, mais qui continue à être mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles licences sont délivrées. Là, je vais prendre quelques petits moments pour vous expliquer des problèmes qu'on voit souvent par rapport aux demandes d'autorisation selon l'arrêté d'urgence. Donc, je ne penserai pas tout le temps à vous lire la diapo. À la place, je vais vous montrer à la l'aide d'un exemple. Donc, pour les demandes d'autorisation selon l'arrêté d'urgence, voici le formulaire de demande. Et puis, il y a également le lien vers la page web qui contient le formulaire de demande dans la présentation. Donc, vous pourriez y accéder après. Assurez-vous que le nom de l'instrument est exactement tel qu'il figure sur l'étiquette. Donc, la boîte, le manuel, le site web, tout. Ça doit être pareil. Ensuite, les renseignements sur le fabricant, encore une fois, tel qu'il figure sur l'étiquette. Ça doit être exactement pareil, à part du nom et titre de la personne ressource. Pas nécessaire d'avoir le nom et titre de la personne ressource sur l'étiquetage, mais le nom de l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. doit être pareil, encore une fois. L'adresse du lieu de fabrication, vous cochez même que celle du fabricant si c'est pareil, ou sinon, même chose, vous écrivez les détails ici. Les renseignements sur le correspondant en matière de réglementation. Donc, si cette section-là a été remplie, la personne ressource indiquée ici sera la personne avec qui Santé Canada communique. Donc, si il y a des problèmes avec la demande, il manque des informations, etc., on va envoyer le courriel de demande de renseignement à cette personne-là. Sinon, si c'est le même que le fabricant en haut, vous cochez ici même que celle du fabricant. L'attestation. Donc, très important, assurez-vous que l'attestation a été signée par un cadre supérieur du fabricant. On voit très souvent que l'attestation est signée par la personne indiquée à la section 4. Pour nous, d'habitude, la personne à la section 4 ne fait pas partie de l'entreprise du fabricant. D'habitude, c'est comme genre un distributeur, un consultant, quelque chose du genre. Ça doit vraiment être un cadre supérieur du fabricant qui signe l'attestation. La fin ou l'utilisation prévue de l'instrument. Donc, encore une fois, exactement telle qu'elle figure à l'étiquetage, sauf dans le cas des équipements de protection individuelle. Pour les équipements de protection individuelle, l'utilisation prévue est généralement comprise, donc pas nécessaire de l'écrire. Vous pourriez même copier-coller ce paragraphe-là dans votre demande. L'identificateur de l'instrument. Donc, ici, vous indiquez le nom de l'instrument exactement tel qu'il figure à la section 1 et sur l'étiquetage. Ensuite, l'identificateur de l'instrument. L'identificateur ne peut pas être pareil au nom. Donc, vous ne pouvez pas indiquer la même chose au nom ainsi qu'à l'identificateur. L'identificateur, ça doit vraiment être unique. Donc, un numéro de catalogue, d'un modèle, le code à bord, mais ça ne peut pas être le même que le nom. La catégorie de risque, si vous la connaissez, ainsi que la nomenclature mondiale des dispositifs médicaux. En anglais, c'est GMDN. Et le code de nom, si vous le connaissez. Finalement, un peu différent des demandes d'homologation.
la disponibilité de l'instrument, donc assurez-vous de remplir cette section-là, et la demande de divulgation de renseignements. Donc, encore une fois, ça doit être signé par un corps supérieur du fabricant. Et si vous attestez que vous n'avez aucune objection, les informations relatives à votre instrument, donc le nom par exemple, vont être affichées sur la page web dont j'ai parlé plus tôt, qui liste les instruments qui ont été autorisés, soit diagnostiques ou tous les autres. Donc, en revenant à la présentation, assurez-vous toujours que les renseignements connus relativement à la qualité, l'innocuité et l'efficacité sont soumis. Donc, j'ai déjà mentionné ça, mais un petit rappel. S'il s'agit, par exemple, d'un équipement de protection individuelle, il est suffisant de fournir les certificats ou rapports qui indiquent à quelle norme l'instrument répond. Les normes sont indiquées sur le site web Achats et ventes. Donc, si vous cliquez ici, vous allez voir, il y a toute une liste des divers instruments et des normes que Santé Canada reconnaît. Et puis, assurez-vous que l'étiquetage est fourni avec la demande et que l'étiquetage est lisible. Si on ne peut pas lire l'étiquetage, on ne peut pas procéder avec l'évaluation de votre demande. On reçoit toutes sortes d'images qui ont été prises. Ou est-ce que c'est flou, puis on n'est pas capable de lire. Si on ne peut pas le lire, on ne peut pas procéder avec votre demande. Donc, format PDF, c'est préférable. Même des mock-ups, c'est correct, mais assurez-vous que c'est lisible, bien sûr. Donc, rapidement, la voie d'accès au marché 2D pour l'importation et vente exceptionnelle, ça ne s'appliquera pas à la plupart des participants au webinaire d'aujourd'hui, mais je voulais juste vous sensibiliser au fait que ça existe. Donc, encore une fois, une licence d'établissement est requise et l'objectif, c'est de s'assurer que les instruments médicaux peuvent toujours être placés sur le marché canadien, même s'ils ne satisfont pas pleinement à certaines exigences ou est-ce qu'on est plus flexible. Par exemple, l'étiquetage bilingue. Il y a une liste d'instruments qui se qualifient pour cette voie-là. Et vous pouvez également proposer un ajout à la liste via le formulaire de demande. Et en même temps, on a également mis en place de nouvelles exigences en matière des pénuries. Donc, lorsque le fabricant n'est pas en mesure de répondre à une demande, soit une demande réelle ou une demande anticipée, il s'agit d'une pénurie. Les fabricants et importateurs des instruments médicaux spécifiés sont tenus de signaler des pénuries. Donc, il y a une liste qui est mise à jour quand même assez fréquemment des types d'instruments pour lesquels le fabricant doit signaler une pénurie. Et au bas de la diapo, il y a quelques renseignements en ce qui concerne les informations qui doivent être transmises concernant les pénuries. Donc, le fabricant doit soumettre certaines informations lorsqu'il constate qu'il y a une pénurie, lorsque des mises à jour doivent être faites et à la fin de la pénurie. Donc, les prochaines diapos, c'est les diapos de ressources clés. Je vais passer à travers ça quand même assez rapidement, mais c'est juste pour aider à mieux vous diriger en ce qui concerne les ressources qui s'appliqueraient à vous, à votre entreprise. Donc, pour les membres de l'industrie, il y a la page web Industrie des produits de santé contre la COVID-19. C'est vraiment la place à commencer. Si vous n'avez aucune idée où commencer, quoi faire, c'est la page web pour vous. Donc, sur cette page web-là, il y a différents onglets pour différents types d'instruments. Donc, par exemple, les équipements de protection individuelle, les tests diagnostiques, etc. Ainsi que pour les autres genres de produits utilisés à l'égard de la COVID-19, donc les désinfectants, nettoyants, savons, médicaments, vaccins, etc. Ensuite, si vous n'êtes pas fabricant, importateur, distributeur d'instruments médicaux, mais vous avez un service ou un différent type de technologie qui pourrait aider à lutter contre la pandémie, il y a le site web Vente et Achat, donc pour l'approvisionnement soit des instruments médicaux ou des services.
Et il y a également le site web d'Innovation Canada. Donc, Innovation Canada a lancé un appel à l'action. Ce qu'il vise à... donc, en fait, lorsqu'ils reçoivent un formulaire rempli pour l'appel à l'action, ils font le triage et ils mettent ensuite en connexion les différents membres de la chaîne d'approvisionnement. Donc, par exemple, vous êtes une compagnie qui désire stériliser les instruments médicaux, mais vous ne connaissez pas de fabricants d'instruments médicaux ou vous voulez être mis en contact avec d'autres fabricants. Innovation Canada va vous mettre en contact avec leur liste de fabricants d'instruments médicaux. Également, si vous avez des travailleurs qualifiés, si vous avez des équipements qui peuvent être modifiés ou une usine qui peut être réoutillée, c'est vraiment, je vous invite à remplir le formulaire d'appel à l'action d'Innovation Canada. Ensuite, les dons, donc, c'est écrit les dons pour combattre la COVID-19 et le programme de fonds de recherche du Conseil national de recherche. Il y a des fonds qui ont été attribués pour le développement de nouvelles technologies pour lutter contre la maladie du coronavirus. Donc, je vous invite à visiter cette page web-là si vous êtes plutôt du côté technologie, vraiment au début du développement. La page web des ressources clés pour les autorisations selon l'arrêté d'urgence. Donc, il y a le lien vers l'arrêté d'urgence lui-même, la ligne directrice, le formulaire de demande, etc. Si vous avez consulté tous ces liens-là et vous avez toujours des questions ou il y a quelque chose qui n'est pas clair, je vous invite à communiquer avec nous via l'adresse courriel indiquée au bas de la diapo. Même chose pour les licences d'établissement, donc les lignes directrices et l'adresse courriel si vous avez des questions. Les ressources clés pour la voie 2B, donc importation et vente exceptionnelle. Il y a, encore une fois, le lien vers l'arrêté d'urgence, la ligne directrice, ainsi que les formulaires de demande et l'adresse courriel si vous avez des questions. Et très important de vous assurer d'utiliser la bonne adresse courriel parce que ce sont vraiment de très différentes équipes à Santé Canada, même des différentes directions générales. Donc, assurez-vous, si vous avez une question à propos d'importation et vente exceptionnelle, que c'est envoyé à cette adresse courriel-là. Sinon, il faut qu'on redirige à l'interne et ça peut causer des délais. Étudier des ressources clés pour les déclarations de pénurie. Donc, encore une fois, la liste d'instruments médicaux spécifiés, la liste des pénuries et le formulaire de déclaration d'une pénurie. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci beaucoup encore, Eliane, de votre présence aujourd'hui. Et puis, à bientôt.